Bonjour à toutes et tous. Merci de votre participation à ce point info consacré à la trésorerie dont le titre s'intitule « Les moyens d'utiliser sa trésorerie, quelle que soit la taille de sa collectivité ». Ceci montre bien que nous adressons à toutes les strates démographiques. Je suis Antoine Lemay, le trésorier général de l'AMF, coprésident de la commission des finances avec Emmanuel Salaberry, qui est coprésident avec moi, qui va me succéder dans cette présentation. Vous ne m'en voudrez pas, mais je ne pourrai pas rester toute la séance parce que j'ai d'autres engagements. Mais Emmanuel restera avec vous, avec nos invités, Jean-Philippe Espic, sous-directeur du conseil fiscal à la DGFiP. Il est là, voilà. Non, c'est pas vous? Il est, voilà, qui nous rejoindra dans quelques instants. Donc on est élu, il faut se rattraper souvent aux branches. Stéphanie Toury, conseiller ou conseillère aux décideurs locaux. Donc oui, Stéphanie Toury, vous êtes là, il y a des gens qui sont là quand même. Laurent Gauthier-Falleret, voilà, directeur secteur public et économie sociale de la Banque Postale. Également Luc-Alain Verviche, bien sûr, que chacun connaît, hein, voilà, en Banque Postale, et qui est intervenu avec moi hier et qu'on voit souvent. Et puis avec plaisir, Philippe Rogier, directeur institution territoire de l'AFL, l'Agence France Locale, qui est l'agence obligataire, pas seulement, enfin l'agence des collectivités locales, hein, qui avait été fondée par Jacques Pélissard. Alors, avant de leur laisser la parole, je dis quelques mots et puis je passerai la parole à mon ami Emmanuel Salaberry. Donc, au 30 septembre 2024, la trésorerie brute du bloc communal s'élève à 38,5 milliards d'euros. D'ailleurs, elle a baissé, il faut le noter. Elle représente plus de 80% de la trésorerie des collectivités locales, celle des communes donc. Ce n'est pas étonnant puisque nous avons quand même, nous les communes, la plus grande surface financière. Alors je le disais, depuis 2023, il y a une baisse qui est principalement due à la réduction des moyens financiers. Ça a des conséquences y compris sur la trésor et à la dégradation de la situation budgétaire. Et la Banque Postale, n'est-ce pas, nous en parlera. C'est aussi le cycle du mandat. On est en fin de mandat, période de débouclage de tous les projets d'investissement. Et on sait que notamment dans les collectivités de taille plus modeste, il y a un investissement souvent par mandat, voire deux. Et donc évidemment, il y a un cycle politico-administratif. Nous constatons également régulièrement au niveau de l'AMF que de nombreuses communes n'ont pas accès aux outils de gestion de leur trésorerie. Se pose en particulier la question de la capacité à suivre sa trésor pour une gestion optimisée de la ressource. Donc ces points infos sont des outils très pratiques et j'y aperçois plusieurs membres éminents de la commission des finances, n'est-ce pas Max? Et donc on veut vous donner, aux maires et présidents d'Interco, un panel de moyens d'action concrets afin d'utiliser au mieux votre trésorerie. Ayant dit cela, et vous souhaitant un bon point info, puisque je ne pourrais pas rester, je vais passer la parole à mon coprésident de la commission des finances, Emmanuel Salaberry, maire de Talence, en Gironde. Merci beaucoup Antoine, bonjour à vous toutes et à vous tous, ravi de vous rejoindre pour cette réunion qu'on veut le plus d'échanges avec vous. Je voulais rappeler évidemment quelques points en introduction, vous rappeler évidemment qu'une collectivité, elle peut disposer d'un excédent de trésorerie, mais peut être confrontée quand même à d'importants besoins de financement. Donc vous le savez, on doit avoir recours à d'autres recettes comme l'emprunt, mais qui ne peut pas être mobilisé pour l'équilibre budgétaire. Je voudrais vous rappeler, mesdames, messieurs, quelques propositions concrètes que soutient l'AMF depuis maintenant quelques années. D'abord, une proposition d'assouplissement des règles de gestion de la trésorerie. Par exemple, permettre aux communes d'équilibrer les budgets en fin d'année, par exemple par la trésorerie. Pour vous donner un ordre concret, en fin d'exercice, cette trésorerie, elle serait utilisée comme une recette et en fin d'année, l'équilibre du budget serait couvert par la trésorerie. En début d'exercice, évidemment, l'opération inverse aurait lieu et cette consolidation par rapport aux propositions de l'AMF serait validée par l'Assemblée délibérante. Une autre proposition, c'est évidemment de faciliter l'accès à la trésorerie aux communes, quelle que soit leur taille ou quel que soit également le besoin en montant. Notre point d'info va se dérouler en 3 temps. Premièrement, donc, des propos introductifs par la Banque Postale sur son étude qui s'appelle, je cite, « La trésorerie des collectivités locales entre mythe et réalité ». On en a bien besoin. Et puis, évidemment, on va vous présenter par la suite le rôle et les outils de la DGFiP pour enfin développer notre point sur les outils proposés par les prêteurs. On a vraiment voulu faire ça de façon très concrète pour échanger avec vous sur une problématique qui va se poser de plus en plus. Et je reste donc avec vous et je passe la parole à monsieur Luc-Alain Verschive. Merci beaucoup, monsieur Salaberry. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs.
Je vous prie d'abord d'excuser Christophe Gerty, président du comité d'orientation des finances locales de la Banque Postale, qui devait intervenir et qui est indisposé pour le faire, et que je remplace un peu au pied levé, donc vous ne m'en voudrez pas si mes propos sont parfois un peu confus. Nous avons effectivement publié à la Direction des études et de la recherche au mois d'avril un document dans notre collection Accès Territoire qui s'intitule « La trésorerie entre mythe et réalité » et qui faisait suite en fait à des réflexions qui sont apparues de façon assez forte au cours des 2 ou 3 dernières années. Vous vous rappelez notamment que fin 2021, début 2022, beaucoup d'observateurs s'interrogeaient sur le niveau atteint à l'époque par la trésorerie des collectivités locales, que certains considéraient comme excessif, et dont d'aucuns pensaient qu'on pouvait éventuellement en faire un levier, notamment un levier dans les dispositifs d'attribution de subventions. Je vous renvoie sur ce point à une proposition qui avait été écrite dans la lettre du financier territorial, si ma mémoire est bonne, en janvier 2022, et qui considérait peut-être qu'avant d'aller aider les collectivités locales, il fallait qu'elles s'aident elles-mêmes en utilisant de préférence leurs propres moyens. Bon, l'étude est entièrement en ligne. Je ne vais pas vous conseiller tout de suite de la télécharger. Je préfère que vous écoutiez effectivement la table ronde. Mais elle met quand même l'accent sur un certain nombre de choses. La première chose, c'est que, vous le savez, l'obligation de dépôt des fonds au Trésor, qui est éventuellement sujette à quelques rares dérogations, est une obligation extrêmement ancienne, puisqu'elle a plus de 2 siècles, ou à peu près 2 siècles d'existence. C'est dire aussi l'ancienneté des liens entre l'État et les collectivités territoriales. La deuxième chose, c'est que je crois qu'on mélange beaucoup de raisons d'être de la trésorerie des collectivités locales, et j'essaierai finalement de les catégoriser finalement de 4 façons. La façon qui a presque disparu maintenant, c'est ce que j'appellerais la trésorerie d'opportunité, dont s'étaient saisies notamment les grandes collectivités, départements et régions en particulier, au moment des taux courts négatifs, puisque c'est l'époque où on avait vu en fait la trésorerie de ces collectivités grimper pour des raisons qui tenaient au fait que des placements à très court terme étaient en fait porteurs de produits financiers, dans la mesure où quand vous placez à taux négatif, quand vous empruntez plutôt à taux négatif, ce qui fait que vous constituez de la trésorerie, vous en avez évidemment le produit. Bon, cette trésorerie a en quelque sorte disparu par définition, puisque, comme vous le savez, les taux ont remonté depuis 2 ans et demi. Le deuxième type de trésorerie, qui est peut-être assez intéressant et peu exploité ou peu exploré parce qu'il est relativement récent, c'est en fait la trésorerie de contrainte. Je pense par exemple au fait que depuis la mise en place de la M57, l'obligation de provisionnement dans certains cas et dans beaucoup de collectivités territoriales, même sur des montants pas nécessairement très importants, je pense notamment aux dotations provisions pour créances douteuses, aboutit dans certains cas au fait que les collectivités locales qui choisissent la technique de ce qu'on appelle les provisions semi-budgétaires se retrouvent en fait avec des sommes qui sont évidemment inscrites à leur budget en dépenses de fonctionnement, qui sont évidemment inscrites en contrepartie en recettes de fonctionnement, mais sans que pour autant les montants correspondants puissent être utilisés. Et c'est vrai qu'on a vu, vous le remarquerez dans les statistiques, progressivement au cours des dernières années, une relative augmentation en fait de ces modes de constitution de trésorerie. Alors on pourra en reparler parce que c'est effectivement un domaine dans lequel potentiellement les possibilités de placement peuvent être regardées ou pourraient éventuellement évoluer. Le troisième type de trésorerie, alors qui est le plus connu, notamment dans les petites communes, c'est ce que nous disait tout à l'heure Antoine Homé, c'est évidemment ce que j'appellerais la trésorerie d'anticipation. Et on le sait depuis très longtemps, dans beaucoup de petites collectivités qui ont à leur mandat 1 ou 2, voire 3 projets emblématiques, mais dont le temps de préparation nécessite en fait la constitution anticipée de réserves de financement pour éviter que ce soit dans la dernière ou dans les 2 dernières années de mandat qu'on aille chercher la totalité des financements, se traduit assez fréquemment par une utilisation du levier fiscal en début de mandat,
ce qui évidemment correspond à l'augmentation du fonds de roulement, à l'augmentation du résultat global de clôture. Et dans la mesure où, vous le savez, le Code général des collectivités territoriales autorise en fait la non-utilisation immédiate de l'excédent constaté en fin d'exercice, eh bien on aboutit en fait à ce qu'on a vu monter, et c'est très clair en fait dans toutes les communes, à peu près jusqu'à 15 000 habitants, d'un montant de trésorerie qui peut atteindre 4 mois, 6 mois, parfois plus de 12 mois en fait de dépenses, mais qui a une vocation particulière, c'est effectivement de permettre le financement en fin de mandat des opérations dont on a prévu dès l'origine en fait la réalisation. J'ajouterais que ça permet effectivement, notamment dans le cas des collectivités concernées, de boucler des plans de financement qui sont parfois relativement complexes, compte tenu des moyens propres des collectivités en cause, parce qu'elles vont aller chercher naturellement les dotations d'État, les subventions des financeurs classiques que sont notamment les départements et les régions, éventuellement les fonds de concours de leur intercommunalité, potentiellement aussi des fonds européens ou des fonds thématisés comme les fonds de l'ADEME ou des fonds de cette nature-là, sans parler évidemment du fonds vert. Et ça permet aussi, bien évidemment, en bouclant les plans de financement, je parle en général, monsieur le maire, ça permet évidemment, en bouclant les plans de financement dans des temps qui sont relativement longs compte tenu des moyens humains et d'ingénierie des collectivités, eh bien d'arriver effectivement à ce terme. Et puis on a ce que j'appellerais peut-être la quatrième catégorie, qui est celle qui nous interroge le plus aujourd'hui, parce que pour reprendre notamment la réponse que faisait André Léniel hier à la question d'un journaliste sur comment la trésorerie va-t-elle évoluer l'année prochaine, on a ce qu'on pourrait appeler la trésorerie de précaution. C'est-à-dire le fait que face à des incertitudes concernant en fait les modalités d'équilibre des budgets à venir, vous pouvez avoir des situations dans lesquelles les collectivités territoriales ne vont pas utiliser la totalité de leur fonds de roulement pour faire face éventuellement à des surprises qui pourraient survenir et qui mettraient en situation délicate l'équilibre général qui a été pensé, défini stratégiquement à moyen terme. Et on peut se demander effectivement si aujourd'hui la question n'est pas clairement, pour certaines collectivités locales, d'imaginer ce type de constitution. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut, avant d'évoquer évidemment les moyens d'action de chacun, s'interroger en fait sur la nature réelle de la trésorerie qui est portée par les uns et par les autres. J'aurais pu ajouter le phénomène qu'on a déjà rencontré parfois dans certains cas, notamment sur la réalisation de grands réseaux de mobilité. On connaît des cas où, par exemple, les contentieux ayant abouti à retarder de façon assez importante le calendrier de réalisation des travaux, mais face à, par exemple, une augmentation du taux de versement mobilité qui avait déjà été votée, eh bien, les structures maîtres d'ouvrage se sont retrouvées en fait avec de la recette destinée à être dépensée, mais qui évidemment ne pouvait pas l'être concrètement puisque le calendrier lui-même était décalé. Donc, je dirais, si vous voulez, en conclusion à ce stade, ce que nous voyons depuis 2 ans, c'est clairement la diminution de la trésorerie de l'ensemble des collectivités locales. Nous l'avions déjà constaté en 2023 pour les régions et pour les départements, dans un contexte où le rééquilibrage des budgets régionaux, et en particulier départementaux, était nécessaire par l'utilisation du fonds de roulement. Nous l'anticipons dans la note de conjoncture que nous avons publiée au mois de septembre, également aujourd'hui sur le bloc communal. Il est clair qu'à la hauteur que nous avons estimée, mais sans doute les comptes démontreront-ils qu'il y a une marge d'erreur, à hauteur de 8 milliards d'euros de baisse de la trésorerie pour l'ensemble des collectivités locales, c'est effectivement une diminution beaucoup plus rapide que ce qu'on pouvait encore escompter. Là encore, pour des raisons qui tiennent au contexte particulier de recettes de l'ensemble des collectivités locales, l'interrogation sera de voir, en 2025 notamment, si le mouvement se poursuivra, notamment pour faciliter la réalisation des opérations d'investissement qui sont déjà parties, si je puis dire, et qu'il faudra bien mener à terme jusqu'au bout du mandat, ou si au contraire, on aura effectivement ce sentiment de prudence lié à une forme d'incertitude ou à une forme de non-visibilité qui justifiera peut-être un ralentissement accéléré, notamment de la stratégie d'investissement. Vous avez vu sur ce point qu'on entend des propos assez divers. Hier, je dirais que le message était plutôt au pessimisme à cet égard-là. C'est vrai qu'on peut
avoir référence à des périodes où les moyens, où les ressources des collectivités locales ont baissé aussi de façon assez significative. Mais je dirais, aujourd'hui, à la date où nous sommes, il est bien difficile de savoir finalement quel sera l'effort demandé aux collectivités territoriales. Et c'est pour ça que plutôt que de tirer des plans sur la comète par rapport à la trésorerie 2025, je crois qu'il est effectivement maintenant intéressant de s'occuper de celle qui existe aujourd'hui et de voir comment on peut effectivement la gérer. Je vous remercie. Merci Luc Alain. Bonjour à tous, Jean-Philippe Espig, donc je suis sous-directeur à la Direction générale des finances publiques. Alors, je vais faire un propos qui se veut introductif très court, et je laisserai la parole à Stéphanie Toury, qui est conseillère aux décideurs locaux de la ville de Reims et de la communauté d'agglo de Reims. Juste pour vous dire que la DGFiP, évidemment, c'est le partenaire du quotidien des communes et des plus petites d'entre elles. Et quand je dis la DGFiP, c'est singulièrement le comptable, c'est-à-dire le trésorier, auquel est attachée la commune, et qui est doublé depuis 4 ans d'un nouveau personnage qu'on appelle le conseiller aux décideurs locaux. Alors on a décidé de créer cette fonction de conseiller aux décideurs locaux, de CDL, dont Stéphanie est une éminente représentante, justement pour contrebalancer en fait la rationalisation de notre réseau de trésorerie. On a dû fermer un certain nombre de trésoreries, rationaliser notre réseau pour constituer des trésoreries plus importantes et ainsi s'engager dans un mouvement de plus forte professionnalisation. Et pour compenser ce mouvement et éviter une perte de proximité qui nous serait forcément reprochée par l'AMF ou d'autres associations, on a décidé de créer concomitamment la fonction de conseiller aux décideurs locaux. Alors le conseiller aux décideurs locaux, il y en a 1 millier sur le territoire. Ils sont, on va dire, il y en a à peu près 1 par intercommunalité, un petit peu moins dans les faits. Donc ils ont quand même un portefeuille de communes assez dense. Alors ça dépend, hein, entre un CDL, j'allais dire des villes et des champs, c'est pas la même chose. Un CDL des villes, il va avoir une dizaine de communes. Un CDL des champs, il va avoir jusqu'à 80, 100 communes dans son portefeuille. Stéphanie d'ailleurs a fait les deux profils, donc elle pourra témoigner. Comment on le combine avec le comptable? Le comptable, c'est vraiment l'interlocuteur du quotidien. Et là, pour la gestion de trésorerie, précisément, c'est vers lui que le secrétaire général de mairie, l'élu local, peut se tourner pour piloter sa trésorerie au quotidien. Le CDL, il vient en accompagnement alors, c'est un conseil universel sur toutes les problématiques qui peuvent intéresser une collectivité, que ce soit évidemment la gestion de la trésorerie, mais un problème fiscal, un problème domanial, un problème d'immobilier, etc. Voilà, c'est un peu un couteau suisse qu'on met à disposition des communes et surtout des plus petites d'entre elles. Donc n'hésitez pas à le contacter. Il y en a forcément un qui est attaché à votre commune. Et voilà, il est là pour vous apporter un conseil, pour vous aider dans un montage financier sur un investissement. Beaucoup de CDL accompagnent aussi les communes pour construire leur budget. Voilà, pour les plus petites communes, ou parfois pour des expertises plus pointues quand il s'agit de problèmes de droit fiscal liés à la TVA, par exemple. On a beaucoup de demandes sur la TVA ou de domanialité, voilà, avec des droits qui sont quand même très complexes. Voilà ce que je voulais simplement vous dire en introduction. Moi, je ne suis pas un praticien, donc vraiment les conseils pratiques, c'est Stéphanie qui va vous les donner. Elle a préparé voilà, une intervention. Je la remercie vraiment parce que c'est la seconde fois que je fais appel à elle dans le cadre du congrès. Elle répond toujours présent et comme elle est habituée à parler aux élus locaux, voilà, je pense que c'est plus intéressant que vous l'écoutiez que moi. Donc Stéphanie, c'est à vous. Merci, Monsieur Espig. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Stéphanie Toury, je suis effectivement CDL des villes, comme l'a dit Jean-Philippe, mais depuis peu, depuis le 1er septembre. Et en fait, je suis CDL depuis le début de la mise en place du réseau dans un département qui m'est cher, que sont les Ardennes. Je ne sais pas s'il y a des représentants parmi nous. Donc, j'étais vraiment un CDL des champs, pour le coup.
Donc c'est plutôt à ce titre que j'interviens parce que c'est vrai qu'avec 4 ans de recul sur la mise en place du nouveau réseau de proximité, on se rend compte que l'essentiel de nos interventions, alors il y a la période budgétaire qui va de... Alors ça dépend des collectivités, mais en général de février à avril, on va dire, pour un petit peu schématiser. Et puis le plus prégnant et ce que je trouve moi le plus intéressant dans notre travail, c'est surtout comment monter une opération d'investissement avec vous, comment gérer sa trésorerie avec cette opération, comment gérer sa trésorerie en général. Donc moi je vais essayer d'être vraiment pratico-pratique. Si c'est pas clair, enfin n'hésitez pas à m'interrompre, bien au contraire. Alors je vais garder ma petite feuille parce que j'ai un petit peu moins l'habitude d'intervenir que les élus, vous ne m'en voudrez pas. Et donc, si la technologie... Ah, c'est par là? Okay. Alors on est allé un petit peu trop loin cette fois-ci. Voilà. Un petit retour sur les fondements juridiques et législatifs, mais ça a déjà été rappelé, donc c'était juste pour vous dire qu'il y a ce qu'on appelle l'obligation de dépôt de fonds auprès du Trésor public, alors, qui date d'un décret impérial du 27 février 1811. Vous allez l'entendre plusieurs fois, mais on ne s'est pas concerté avant, donc pas de souci. C'est juste parce que c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais c'est vrai que ça date de là. Et de façon plus contemporaine, c'est quand même l'article 26 de la LOLF, la loi d'orientation des lois de finances du 1er août 2001, qui pour le coup indique clairement, sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs dispos auprès de l'État. Donc cette obligation, elle vous incombe. Elle est exonérée de rémunération, c'est-à-dire que la trésorerie qui est déposée auprès de l'État, pour faire simple, n'est pas rémunérée. Mais il y a 2 contreparties à cette absence de rémunération. C'est le fait que l'État calcule, liquide et recouvre pour les collectivités ce qu'on appelle les impôts locaux. Et la deuxième contrepartie, c'est la plus importante pour vous, c'est qu'on vous verse par 12e sous forme d'avance le produit des impôts locaux, ce dès le mois de janvier, pour des rôles d'impôts qui ne seront émis qu'à compter du mois de septembre. Parce que là, vous venez tous, enfin, pour les propriétaires fonciers, par exemple, vous venez de recevoir vos impôts fonciers qui sont émis au mois de septembre, mais vous avez déjà eu des avances depuis le mois de janvier sur ces ressources. Alors, ce sont les 2 contreparties. Il y a quelques dérogations. Bon, ça, mes collègues en parleront par la suite. Donc, elles sont très encadrées par l'article 116 de la loi de finances pour 2004 et le décret du 28 juin 2004. Et elles concernent essentiellement les dérogations, les placements des collectivités, dont on va vous parler par la suite, et les régies, mais certaines catégories de régies et sur autorisation du ministre chargé du budget. Donc là, c'était essentiellement quelques infos d'ordre général. Alors, je vais essayer de revenir sur quelques notions qui me paraissent importantes quand on parle de trésorerie. Le but étant de les vulgariser, parce que je dis toujours que le rôle d'un CDL, c'est essayer de vulgariser pour ses élus et de rendre les choses simples et compréhensibles. Donc, la première notion importante, c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire que c'est la différence entre les créances et les dettes à court terme. En gros, c'est le décalage entre la perception des recettes, enfin, il traduit le décalage entre la perception des recettes et le paiement des dépenses. Donc, plus simplement, une créance non encaissée, votre besoin en fonds de roulement augmente. Une dette non payée, votre besoin en fonds de roulement diminue. Après, il y a la notion de fonds de roulement. Alors, la vraie définition, c'est la différence entre ce qu'on appelle les ressources stables et emplois stables, mais ça ne parle à personne et c'est normal. Ce que je dis, moi, plus concrètement, c'est la marge de sécurité financière de la collectivité ou encore le cumul des excédents de clôture du compte administratif. Et puis, il y a ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, la trésorerie, qui est donc la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. De façon plus concrète, pour les petites collectivités, parce que c'était aussi le but de mon intervention, dans 95% des cas, votre trésorerie et votre fonds de roulement sont identiques au compte de gestion, pour la simple et bonne raison qu'en général, vous avez payé vos dettes et qu'en général, toutes vos recettes sont encaissées. Modulo quelques loyers, quelques petites choses qui peuvent rester. Là, je parle des petites collectivités et essentiellement des budgets principaux, on est d'accord, hein. Les budgets hauts, scolaires, je ne vais même pas en parler parce que là... mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pour vous donner cette notion. Ce qui est recommandé,
Alors, si on écoute, ce qui nous est préconisé, nous, c'est un niveau de fonds de roulement et ou de trésorerie en charge réelle à 30 jours. Mais nous, en tant que conseillers aux décideurs locaux, on trouve que c'est beaucoup trop court et que ce n'est pas du tout adapté à vos gestions. Donc, on part plutôt sur 90 jours, ce qui, en général, vous rassure. Et voilà. Mais sachez que les préconisations sont celles-ci. Normalement, c'est 30 jours autant pour le fonds de roulement que pour la trésorerie. Ce sont des préconisations, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a rien qui indique qu'il y a tel ou tel critère à respecter. C'est ce que nous on préconise, mais l'expérience et les discussions avec mes collègues font qu'on conseille plutôt 90 jours. Et évidemment, quand on dit ça, c'est toujours à moduler en fonction des particularités. Voilà, on peut se retrouver avec une trésorerie tendue à un instant T pour des raisons justifiées ou, comme l'a dit monsieur, pléthorique, si je peux me permettre, pour d'autres raisons. Décidément, il ne veut pas m'écouter. Alors, de façon plus pratique, où trouver l'information pour les élus? Donc ça, je pense que c'est plutôt ce qui vous intéresse, enfin, en tout cas j'espère. Vous avez le premier outil qui est le logiciel de gestion comptable pour toutes les collectivités, qui est Helios. Alors je rappelle, je ne sais pas si vous le savez, mais tous les élus, et avec autorisation de l'élu, les adjoints, etc., et la secrétaire de mairie, tout le monde peut être habilité à Helios en consultation. Et donc, dans cet outil, vous pouvez trouver... Alors, je ne sais pas si ça parle, même si vous ne voyez pas exactement les chiffres, mais là, vous avez exactement le tableau. Si vous prenez votre collectivité, vous avez à droite le solde débiteur du 515. Donc ça, c'est ce qui vous intéresse le plus. C'est-à-dire, c'est le solde de la trésorerie à l'instant T. J'insiste, hein. C'est vraiment à l'instant T. C'est-à-dire, modulo ce qui est en instance, on va revenir dessus après. Voilà, c'est vraiment tel que modulo ce qui n'a peut-être pas encore été encaissé ou décaissé par votre service de gestion comptable, etc. Donc ça, c'est la première chose. En général, ça, tout le monde connaît parce qu'on va quand même régulièrement sur cette consulter Helios. Je rappelle qu'un solde débiteur d'un 515, c'est bien, hein. Parce que les comptes de trésorerie en compta fonctionnent à l'inverse, parce qu'on n'est pas tous comptables et ce n'est pas le métier. Mais c'est important, vous devez avoir un solde de trésorerie débiteur. De toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement puisque vous n'avez pas le droit d'avoir une trésorerie débitrice. Mais voilà, je leur dis parce que c'est vrai que des fois, quand on n'est pas comptable, et ce qui est tout à fait, ce qui n'est pas grave du tout, on voit débiteur, on se dit, mon Dieu, non, non, il faut avoir un solde de trésorerie débiteur. Chose. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Voilà. Vous avez un autre outil dans Helios qui me paraît encore plus important, mais qui n'est pas toujours bien connu. C'est ce qu'on appelle la capacité de couverture. C'est-à-dire que ça prend... Alors, je vais me déplacer parce que je pense que ça va être plus simple. Même si tout le monde ne me voit pas, vous m'en excuserez. En fait, ça prend votre 515 à l'instant T, c'est-à-dire la trésorerie à l'instant T. Ça prend les dépenses en instance où l'on échue, donc ça c'est très important. Alors en général, ce sont essentiellement les échéances d'emprunt qui ne sont pas encore échues, mais qui ont déjà été enregistrées par le comptable. Ça prend éventuellement tout ce qu'on appelle vos débits d'office, donc c'est-à-dire vos créances EDF, vos charges de personnel. Alors, charges de personnel au sens large, c'est-à-dire les assurances du personnel, les salaires, etc., que vous transmettez assez tôt à votre comptable. Donc ça, c'est les dépenses en instance où on échue, mais c'est potentiellement de la trésorerie qui va rapidement sortir de votre compte. Donc ce qui est important pour vous, c'est la capacité de couverture, c'est-à-dire au départ, j'ai pris un exemple, bon, peu importe si les chiffres sont importants, c'est parce qu'il se trouve que maintenant, je suis au SGC de Reims et on ne gère que la ville de Reims et la communauté urbaine du Reims. Donc, vous imaginez que les chiffres sont... Voilà. Mais là, on part avec 1 million de trésorerie. On a 234 000 euros en instance où l'on échue. Donc, la trésorerie réelle sur laquelle il faut se baser, c'est 820 000 euros. Donc, ça, c'est pareil, hein. Vous avez tous accès à cet écran. Donc, c'est métier, compta, consultation de la capacité de couverture. En général, la plupart des élus connaissent... Mais bon, c'est encore plus important que la trésorerie, me semble-t-il. Alors ensuite, vous avez un autre outil, je ne sais pas si celui-ci vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle le tableau de bord financier. Donc ça, c'est pareil, il faut demander une habilitation à votre CDL préféré et vous avez accès à ce que vous voyez à l'écran. Alors,
c'est petit, mais je pense que tout le monde aura à disposition peut-être les... Après, il suffit de demander. Ça, c'est aussi un autre outil important qui vous permet d'avoir accès à... Alors, je crois que c'est, je ne sais plus combien, que je ne vous dise pas de bêtises. Je n'ai pas le nombre. Je crois que c'est 19 indicateurs financiers et comptables de vos collectivités. Donc, ça vous donne, par exemple, le délai de paiement, le taux de recouvrement, des choses comme ça. Et il y a aussi, alors tout en bas, là, on ne le voit pas parce que je n'avais pas la place, mais vous connaissez peut-être déjà ou vous y aurez accès. Vous avez l'évolution de la trésorerie. Et j'ai mis deux slides, enfin 2 exemples, parce qu'il y en a un où vous avez la comparaison. Donc celui-ci, c'est par... Excusez-moi, je vais beaucoup bouger. Alors celui-ci, vous avez la comparaison par rapport à l'exercice précédent. Donc vous voyez là, on est en octobre 2024. On sait qu'on a émis tant de mandats par rapport à octobre 23 et par rapport à l'exercice précédent. Donc là, c'est par rapport au millésime. Et l'autre exemple que je vous ai mis, parce que ça, je sais que vous adorez, c'est pour vous comparer avec les strates. Donc là, vous avez exactement la même chose dans le tableau de bord financier. Pareil, là, j'ai mis octobre 2024. Vous pouvez aller chercher octobre 2022. Enfin, vous avez vraiment accès à tout ce que vous souhaitez. Donc là, ça vous permet de comparer par rapport aux strates de collectivité. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas une commune, peu importe. Mais alors, les strates, c'est de 0 à 250 habitants, etc. Les strates que vous connaissez. Donc ça vous permet aussi de gérer, de savoir, et vous pouvez vraiment naviguer sans problème. Vous avez accès à beaucoup d'infos, vous pouvez recouper les infos d'une année sur l'autre, etc. Donc ça, c'est pareil, hein, vous faites appel à votre CDL ou votre comptable pour être habilité à cet outil. Alors ensuite, voilà, dans le même outil, vous avez accès à ce qui est, à mon avis, très important aussi pour vous. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'évolution de la trésorerie. Alors c'est par exercice. Je pense que ça tend à évoluer parce que l'idée étant d'avoir un comparatif sur plusieurs exercices, mais pour l'instant, vous l'avez par exercice. Et je vous ai mis sciemment 2 exemples que je trouve assez probants, parce que ça, c'est un vrai outil de gestion, je trouve, de la trésorerie. Quand un élu me dit ah ben oui, mais Madame Toury, combien je peux prendre sur mon fonds de roulement pour financer tel ou tel projet? Et souvent, vous avez envie d'avoir une gestion de bon père de famille et vous dites bah non, je ne veux pas prendre trop, etc. Si vous regardez ça, j'espère que ça va marcher ici. Et si vous regardez ça, je suis désolée pour le teasing, c'est pas terrible, mais voilà. Vous voyez bien que l'analyse ne va pas être la même si on a cette évolution de la trésorerie pour une collectivité. Là, clairement, ça veut dire quoi en français, si on essaie d'être sain? Ça veut dire que là, la trésorerie était quasiment à 0. C'est une collectivité qui, pour des raisons X ou Y, a une trésorerie qui fluctue énormément. Ça, c'est pas difficile à comprendre. En gros, ça veut dire quoi? Si on prend le point le plus bas et le point le plus haut, cette collectivité sur l'année, elle a eu besoin de toute cette trésorerie. Donc en gros, elle n'a pas de trésorerie, ce qu'on appelle oisive. Donc en gros, là, il n'y a pas lieu, enfin comment je pourrais dire, il n'y a pas lieu d'utiliser la trésorerie, puisque vous voyez bien, là on est arrivé, alors on n'est pas à 0, là on est à 15 000 €, mais on est à un niveau très très bas. Sans recours à la ligne de trésorerie, parce que s'il y avait une ligne de trésorerie, elle apparaîtrait aussi sur cette slide. Par contre, si je reprends la slide précédente, là, je dis quoi, moi, aux élus? Alors, je vais dire exactement ce que je leur dis. Je leur dis, on prend le point le plus bas, qui est très bas, on prend le point plus haut. Ça, c'est la trésorerie dont vous avez eu besoin pour fonctionner sur une année. Donc, en français, c'est quoi? Tout ce qui est en dessous, là, ben, ça dort. Alors certes, il y a la trésorerie de précaution. Certes, il faut être prudent parce qu'en fonction de la conjoncture, on n'avait pas le même discours en 2020 où les taux étaient très bas et où la conjoncture n'était pas la même. Les taux de recours à l'emprunt, etc. Mais quand même si on veut garder cette gestion de bon père de famille, on peut décemment... Alors vous voyez, là, je ne dirais pas à l'élu, vous prenez tout ça. Mais vous voyez, même si on enlevait 300 000 €, ben, la collectivité continuera à vivre très bien. Et ce que je dis toujours aux élus, ça, c'est de la trésorerie qui dort, mais vraiment, puisque suite à ce qu'on a dit. Donc ça, ça fait partie d'une aide à la prise de décision. Et en général, je trouve que ce tableau est assez parlant. Après, je vous dis, c'est à adapter. Mais pour bien connaître le milieu des collectivités, il y a quand même énormément de collectivités qui ont... voilà. Cette slide représente un très, très, très grand nombre de petites collectivités. Donc ça peut être un outil de prise de décision pour les élus, je trouve. Ensuite.
Après, outils et ressources. Donc, je vous ai mis quelques outils qui sont assez faciles à appréhender. Le premier, c'est ce qu'on appelle un tableur maison. Alors ça, c'est un outil très utile. Évidemment, si vous avez des problèmes de trésorerie ou si vous voulez la gérer, ça va peut-être pas nécessairement, tout le monde ne voit peut-être pas bien, mais en gros, c'est un tableur Excel, tout ce qu'il y a de plus simple que votre CDL peut mettre à votre disposition, où vous prenez, vous voyez, là, on met le solde en début de mois, les décaissements prévisionnels, donc on met les charges courantes, ce dont on est sûr sur l'exercice. On met les encaissements prévisionnels, pareil, les recettes de fonctionnement ou les recettes d'investissement dont on est sûr. Là, il rajoute, mais ça, ce n'est pas obligatoire, mais les aléas positifs, les aléas négatifs, en fonction de la taille de la collectivité, on adapte. Et puis, là, vous prenez le solde en début de mois que vous allez chercher dans Helios. Ce qui fait que ça vous donne le solde minimum ou maximum à la fin du mois. Ça vous permet de gérer quoi? Et votre ligne de trésorerie, si vous avez recours, et votre prêt à court terme, si vous en avez un, ou un prêt que vous voulez rembourser par tranche, des choses comme ça. Donc ça, c'est un outil que je trouve très important. Même si on n'est pas un fan de la bureautique, c'est quand même un outil très pratique. Et ça, c'est la suite de l'outil. Ça vous donne un graphique. Donc, ça reprend les données qu'on avait au-dessus avec le solde minimum, le solde probable et le solde maximum. Donc, vous voyez, ça, c'est un vrai outil de gestion, très facile à appréhender, qui ne demande pas... Moi, je suis très nulle en bureautique et je m'en sors. Donc, vous voyez, il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui est, je trouve, très important, surtout quand vous êtes en grosse période d'investissement et vous savez que la trésorerie va beaucoup fluctuer. Ça peut vraiment vous aider et ou vous rassurer. Ça, c'est pareil, c'est un outil que nous, on l'a eu lors d'une formation nationale et vous pouvez vous le procurer. Après, plus concrètement, comment gérer sa trésorerie ? Alors, un petit point sur la trésorerie zéro. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est la trésorerie zéro. C'est alors, en analyse financière, j'aime beaucoup dire ça parce que, voilà, j'ai des interlocuteurs banquiers à mes côtés qui ne vont peut-être pas approuver, mais ce n'est pas grave, j'assume entièrement. En analyse financière, on dit que tout euro d'encaisse oisive revient à avoir mobilisé de façon permanente 1 euro d'emprunt à tort. Et donc, de payer des emprunts en vain, d'où le dispositif de la trésorerie zéro. Je sais que, voilà, faut peut-être... Mais, et c'est vrai, ça rejoint ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'on appelle la trésorerie oisive? C'est le fameux exemple que je vous ai donné, où toute la trésorerie, là, elle est en dessous, elle dort et elle ne sert à rien à la collectivité. Alors, la trésorerie zéro, on m'avait proposé d'en parler. Je vais juste vous dire que c'est un dispositif qui est surtout adapté aux très grosses collectivités. Moi, je trouve que... Pas que ce ne soit pas un dispositif qui fonctionne. C'est quoi la trésorerie zéro? C'est tendre à avoir une trésorerie la plus proche de zéro pour avoir moins de charges financières, moins de charges de ligne de trésorerie, etc. Mais par contre, la contrepartie, c'est d'avoir un staff dédié à la gestion. Et souvent, les petites trésoreries ne sont pas en capacité de... Et puis, il y a quand même très peu... Alors, je sais que ça aussi, ça peut être discutable et peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais il y a quand même très peu de collectivités. Alors, il y a des collectivités en difficulté, il y a des collectivités qui ont des problèmes de trésorerie, mais dans l'ensemble, dans le bloc des collectivités, on distingue quand même le bloc des communes, le bloc des syndicats, etc. Le bloc communal est quand même dans une santé de trésorerie, moi, je trouve plutôt bonne à l'heure actuelle. J'ai dit plutôt bonne. Après... Un petit point sur bien préparer son projet d'investissement. Donc ça, c'est pareil, c'est dès que vous avez un projet quel qu'il soit, établir un plan de financement et un plan de trésorerie. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Le plan de financement, c'est dire j'ai tant à investir, je vais avoir tant d'investissements, etc. Je vais recourir à l'emprunt à hauteur de temps. Donc ça, c'est bien. On sait que notre projet est financé. Je vais autofinancer tant en fonction de ce qu'on a vu avant. Par contre, son plan de trésorerie, c'est dire comment je vais m'organiser pendant la période de tout ce projet pour ne justement pas être à court de trésorerie et pouvoir gérer pendant le déroulé de mon projet. Donc, il faut anticiper la date de la mobilisation de l'emprunt, faire fonctionner la concurrence, avoir recours à des prêts relais et ou lignes de trésorerie, mais ça, on va vous en parler juste après, donc je ne vais pas me permettre, je ne suis pas assez experte en la matière.
Après, quand vous avez aussi des subventions qui vous sont accordées, n'oubliez pas de demander les acomptes dès que possible. Quelle que soit la catégorie de subvention, vous avez le droit à des acomptes. Ça, c'est de la gestion de la trésorerie. Et dans il y a beaucoup de cas où vous ne le faites pas, que ce soit la DETR, la DSIL, toutes les subventions accordées font l'objet d'acomptes. Donc ça, c'est une avance de trésorerie, entre guillemets, parce que ce n'est pas le cas, parce que c'est du budgétaire, mais ça vous permet justement d'avoir moins recours à l'emprunt, moins recours à un prêt relais ou moins recours à une ligne de trésorerie. Alors aussi distinguer par catégorie de subvention, parce que par exemple, quand on a, alors c'est pas du tout, ce que je dis n'est pas critique, hein, c'est juste le vécu. Quand vous attribuez de la DETR, on sait que la DETR en général elle est payée très vite, sauf des fois en fin d'exercice, où pour le coup l'enveloppe a été mangée entre guillemets. Elle est acquise à la collectivité, mais on sait qu'on ne l'aura pas peut-être avant l'année prochaine. Et puis, par exemple, quand vous avez ce qu'on appelle les fonds européens. Voilà. Les fonds européens, on ne va pas gérer de la même façon l'attente d'une subvention FEDER, FEADER, etc., tous ces dispositifs, que de la DETR ou, par exemple, une subvention de la région. Donc, alors, je dis ça pourquoi ? Parce que, par exemple, on peut avoir recours à une ligne de trésorerie en attendant la DETR. Par contre, les fonds européens, je conseille souvent d'avoir relais un prêt à court terme parce que pour avoir discuté avec mes collègues de la région récemment, 2 ans, c'est le minimum en général. Voilà. Pour des raisons, pour des tas de raisons, il y a des strates à passer, etc. Mais c'est toujours très, très long. Donc, pour justement ne pas augmenter votre stress et puis ne pas avoir de soucis de trésorerie, c'est ce que je vous conseille de faire. Un dernier point sur le FCTVA et la TVA. Donc, parce que ça, c'est pareil, ça fait partie de la gestion de la trésorerie. Donc, il faut connaître son régime de FCTVA. Je dis ça parce que souvent, il y en a... Donc, les grosses collectivités, c'est un régime, ce qu'on appelle contemporain, c'est-à-dire elles perçoivent régulièrement le FCTVA au titre des dépenses éligibles. FCTVA, fonctionnement et investissement. Par contre, il y a des collectivités qui sont à N-2, ça, c'est le régime de droit commun. Et il y a des collectivités qui sont à N-1. Pour rappel, ceux qui ne savent pas, celles qui sont à N-1, c'était en 2010 ou 2011, si je ne dis pas de bêtises. C'était une faveur qui a été faite par l'État aux collectivités qui avaient un projet d'investissement. Je crois que c'était 150 000 €, quelque chose comme ça. Ah ben, excusez-moi, je n'étais pas née, c'est pour ça, monsieur. Alors, 2009, excusez-moi, merci. Donc, les collectivités qui s'étaient engagées à avoir un montant, je ne sais plus exactement, parce que c'est un 15 ans d'investissement, la contrepartie, c'était que l'État s'engageait à leur rembourser, décaisser le FCTVA en N+1. Donc, il faut bien connaître son régime de FCTVA parce qu'en fonction du régime auquel vous avez droit, auquel est votre collectivité, vous n'allez pas la toucher au même moment de l'année. Donc ça fait partie de votre plan de trésorerie aussi. Il y en a qui vont les toucher dès le mois de février, parce que maintenant, avec l'automatisation, on a quand même des dates assez précises. Il y a le mois de février, il y a le mois de juin. Il y a des fois des reliquats parce que vous avez des contrôles. Vous voyez, tout ça, ça fait partie aussi de la façon. Si vous êtes à N+1, vous pouvez aller sur une ligne de trésorerie qui, en général, vous coûtera moins cher. Si vous êtes à N+2, en général, on vous conseille, moi, je vous conseille un prêt à court terme sur 2 ans. Vous voyez, en fonction de tout ça, ça aussi, c'est de la gestion de trésorerie. Et puis, une petite attention à avoir si vous avez des projets d'investissement sur un SPIC, ce qu'on appelle un service public à caractère industriel et commercial. Donc, c'est les budgets M49, donc l'eau, l'assainissement, les ordures ménagères, etc. Bien faire attention que si vous avez un budget qui est assujetti à la TVA, elle est non budgétaire, c'est-à-dire que dans le budget, elle n'apparaît pas. Ça n'est que de la trésorerie, c'est-à-dire vous avancez sur vos projets, sur vos travaux, vous avancez la trésorerie et on vous la rembourse. Et puis, vous la collectez sur vos produits et vous la reversez à l'État. Mais n'oubliez pas de tenir compte de cette trésorerie dans la gestion de votre projet, parce que même si c'est transparent budgétairement, il va falloir avancer cet argent. En particulier quand vous avez des travaux sur un SPIC, je ne sais pas moi, une station d'épuration par exemple. Il faut bien penser qu'il va falloir avancer les 20% des travaux. Et enfin, concernant les placements budgétaires que vous pouvez éventuellement faire, je vous ai amené alors, il n'y en aura pas assez, mais sur collectivité locale, je pense que vous connaissez tous ce site.
Vous avez une petite plaquette que je trouve particulièrement bien faite. Je suis obligée parce qu'il y a mon chef qui est là, donc si je ne dis pas ça. Qui s'appelle « Les placements des collectivités locales et des établissements publics de santé » qui a été mise à jour en avril. C'est un petit dépliant. Si vous allez sur collectivité locale, parce qu'il y a quand même des conditions très strictes pour pouvoir placer, voilà. En particulier, il faut que, en fait, c'est l'origine des fonds qui est importante pour pouvoir placer de l'argent. Mais ça, c'est pareil, vous n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CDL. Et puis la dernière chose, j'ai fait exprès de le garder pour la fin. Moi, je dis toujours aux élus, ce qui compte le plus, c'est le bon sens. Qu'est-ce que j'appelle le bon sens? Je viens d'un département rural, donc je peux me permettre. Le bon sens, c'est-à-dire, par exemple, quand vous savez que vous allez avoir des tensions de trésorerie parce que vous avez un projet ou pour raison, etc., ne pas payer trop vite. Vous avez un délai de paiement qui est de 30 jours. Alors, je sais que ce que je dis, ça dénote parce que des fois, on me dit « ah oui, mais non ». Il faut des fois utiliser ce délai pour ne justement pas se mettre en difficulté de trésorerie. Je ne dis pas qu'il faut toujours payer en retard, pas du tout. Je dis juste qu'il faut user. Si vous avez un délai, c'est que vous avez le droit de l'utiliser. Et en général, vous avez tendance à payer à 2-3 jours, c'est-à-dire vous recevez l'acompte de l'architecte et vous payez. Non, justement, si vous utilisez tous les outils dont je vous ai parlé, vous vous dites, bon, ben là, je vais attendre une dizaine de jours. D'accord? Vous avez un délai, je vous rappelle, de 30 jours, 20 jours pour vous, 10 jours pour le comptable. Nous, le comptable, on a un très bon délai de paiement, donc voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce délai. Et par exemple aussi, alors je ne vais pas me faire que des amis, mais ne mobilisez pas trop vite vos emprunts et ou vos lignes de trésorerie. Dès qu'elles sont mobilisées, ça vous coûte des intérêts. Donc, ne les mobilisez pas trop vite, et d'où l'intérêt de bien anticiper son projet. Et surtout, faites vraiment appel à votre CDL si vous ne vous sentez pas à l'aise. Moi, c'est ce que je faisais au quotidien, parce que la ville de Reims ou la communauté urbaine a un petit peu besoin de moi là-dessus, un petit peu moins besoin de moi là-dessus. Mais n'hésitez pas à faire appel à eux pour savoir comment gérer la trésorerie, à quel moment vous allez demander à débloquer un prêt ou une ligne de trésorerie. Voilà. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci beaucoup, M. Espic. Madame Toury, je vais, avant de passer au deuxième point, donc pour les outils proposés par les prêteurs, eh bien, vous laisser la parole. Alors, avec... Merci pour la clarté des propos. J'aimerais vous questionner sur deux sujets qui sont très concrets, où on constate une hétérogénéité en fait, de position des comptables publics. Donc, le premier sujet fait écho à ce qu'Emmanuel Salaberry a pointé sur l'utilisation de l'excédent en fin d'année. Quelle est la position sur le solde à la fin de l'année des lignes de trésorerie? Est-ce qu'il doit être remis à zéro ou est-ce qu'il peut ne pas être remis à zéro? Donc ça, c'est ma première interrogation. Et on voit clairement qu'il y a des positions qui peuvent diverger. Le deuxième point, ça vient compléter les propos de Luc Alain. Ça peut être la cinquième cause de la trésor. C'est aussi quelque chose qui est très hétérogène et qui est lourd de conséquences. C'est la faculté ou non de l'obligation d'avoir une ligne de trésorerie par budget annexe. Enfin, pour chacun des budgets, budget principal, budget annexe. Et là aussi, un certain nombre de comptables imposent, ou en tout cas font une pression amicale pour que les collectivités aient une ligne de trésorerie pour chacun des budgets. Et pour les intercommunalités, par exemple, ça peut représenter des contraintes administratives à nos yeux inutiles, et d'autres ne se préoccupent pas de cela. Et pourquoi ça fait écho aux causes de trésorerie? Parce que ça peut avoir comme conséquence de générer de la trésorerie inutile sur certains budgets, et plutôt que de fusionner l'ensemble des trésoreries pour des budgets. Alors bien sûr, il y a des budgets à caractère industriel et commercial, avec leur propre équilibre, tout ça, je suis bien au courant, mais je pense que ça serait utile d'avoir une position un peu claire au niveau national sur ces deux sujets-là. Je vous remercie pour la responsabilité que vous me donnez. Non, plus sérieusement, en fait, moi j'ai toujours tendance à dire, alors c'est vrai que des fois il y a faut pas se mentir, il y a des comptables qui font du zèle, il y a des CDL qui font du zèle, il y a des élus qui en font aussi. La règle, c'est que la ligne de trésorerie, si elle est souscrite le 15 décembre jusqu'au 15 décembre, enfin, il y a des dates à respecter. Donc, pour le coup, on respecte les contrats, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de solder sa ligne de trésorerie au 31 décembre. Enfin, il n'y a aucun texte qui le dit. Donc, moi, s'il n'y a pas de texte légal... Non, mais je veux dire, non, mais il faut...
Je sais que certains élus me disent oui, mais dans ce cas, il faut clairement dire, voilà, il n'y a pas de texte qui l'impose, on n'a pas à vous l'imposer pour le coup. Enfin, il n'y a rien qui écrit nos Bibles sont le CGCT et voilà, et les lois de finances. Moi, il n'y a rien qui l'écrit, donc on ne l'impose pas. Je parle aussi sous le contrôle de mon trésorier, mais on est suffisamment proche pour. Donc ça, pour le coup, c'est clair. La deuxième question. Alors c'est sérieux, je peux peut-être que oh pardon les collectivités excusez-moi, j'ai eu un petit je veux bien s'il vous plaît. C'est l'émotion, excusez-moi. Non, puis parler de trésorerie immédiatement après le repas, c'est toujours voilà. Là, je vais faire l'option on va meubler. Alors. Non, excusez-moi, c'est l'émotion. Vous inquiétez pas. Tout ça est organisé, hein, il faut le savoir. Donc, ne vous inquiétez de rien. Quelqu'un de très émotif, donc voilà, ça arrive de temps en temps, tout va bien, excusez-moi. Concernant la pluralité des lignes de trésorerie, c'est pareil, ça n'a aucun sens quoi, pour moi, je vais être claire pour le coup. La trésorerie, elle est unique. Hein. L'État a une trésorerie unique, une collectivité a une trésorerie unique. Une ligne de trésorerie, elle ne peut être portée que, enfin, elle n'affecte que le budget principal. La seule chose, ce sont les intérêts qui, effectivement, doivent être reportés sur les budgets annexes. La trésorerie, enfin, à partir du moment où la trésorerie est unique, j'ai tendance à dire que l'élu fait ce qu'il veut. Mais la règle d'une seule ligne de trésorerie est celle qui s'impose, quoi. Il faut juste après, effectivement, répercuter sur chaque budget annexe les charges liées à cette ligne de trésorerie. Mais ça relève de la collectivité. Enfin, je veux dire, c'est de la gestion interne, la gestion de la charge d'intérêt. Mais le fait d'avoir plusieurs lignes de trésorerie, non. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à la salle. Ah oui, on peut l'applaudir. Est-ce que la première question étant la plus compliquée, est-ce qu'on passe directement à la deuxième? Allons-y, monsieur qui est là. Je ne sais pas si jamais... Voilà, le micro arrive. Un cas concret, je préside également un syndicat d'eau et d'assainissement. Et nous avions jusqu'à il y a 2 ans un 515 unique. Et ensuite, on nous a obligés à le scinder en deux, un 515 eau et un 515 assainissement. Ce qui nous pose quelques problèmes parce que les services du Trésor ont un retard d'1 an et demi à l'heure actuelle. Donc on est en train de suivre et de lâcher les mandats du budget eau, enfin ou du 515 eau, au jour le jour pratiquement, avec éventuellement une avance du 515 du budget assainissement parce que tout n'est pas réglé. Alors pour le coup, je vous réponds, mais le 515 est unique. Hein. Enfin, ça, c'est pareil. Ça, pour le coup, c'est écrit dans les textes. Alors, je ne les ai pas tous en tête, vous m'en voudrez pas, mais 515 est unique. Et quand vous avez, si vous ne savez pas, je vous le dis, justement, ça vous servira aussi. Si vous avez une collectivité qui a, donc elle a son budget principal, c'est le seul budget qui porte le 515, c'est le seul budget qui porte la trésorerie. Et si vous avez un CCAS, un service d'eau, un service d'assainissement, peu importe ce que vous ayez, ce sont ce qu'on appelle des comptes de liaison. Mais il n'y a pas de trésorerie à proprement dit sur ces budgets annexes. Donc, vous êtes en droit de... Mais là, ce n'est pas un budget annexe, hein. C'est le budget de la collectivité. Et on vous a demandé de faire... Oui, oui. Après, faites remonter à qui de droit auprès de vos directions, etc. Mais voilà, pas. La règle est celle-là. Il y a un 515 et des comptes de liaison dédiés à la gestion, enfin, aux liaisons entre les budgets annexes et le budget principal. Alors, monsieur, je vous en prie. Oui, merci. Alors, pour moi, il n'y avait qu'une ligne de trésorerie, effectivement. Et lors des travaux de préparation à la séparation de l'eau et de l'assainissement des budgets communaux vers les budgets communautaires,
chose qui va peut-être être mise en question. Donc le conseiller aux finances locales a dit qu'il y avait des origines de trésorerie qui venaient de différents comptes de recettes et de dépenses, que normalement on devrait avoir une délibération qui dit qu'on fait une fusion de la trésorerie, et donc il a clairement identifié des mouvements de trésorerie et des montants de trésorerie disponibles, et il a dit quand vous perdrez la compétence, une partie de votre trésorerie quittera votre budget et ira vers l'intercommunalité. Alors tout ça était un monde, il y a quelques mois, je ne savais même pas que ça existait, et là, avec une certaine certitude, il a présenté ça, et cet après-midi, vous dites non. Alors, me voilà dans l'incertitude. Alors, en fait, le problème, c'est que, peu importe, mais bon, pour être clair, il y a trop de confusion entre la trésorerie qui est unique, j'insiste, parce que c'est vraiment, enfin, c'est pas moi qui le dis, la trésorerie est unique, c'est inscrit dans le CGCT, donc, enfin, je sais. Et ce qu'il faut distinguer, ce sont les résultats budgétaires. Effectivement, ce dont vous parlez, c'est ça, c'est-à-dire que comme on va scinder le budget eau et assainissement en deux entités, enfin, en deux budgets distincts, effectivement, il se peut que l'eau soit... Alors, je vais donner un exemple grossier, mais sciemment. Il se peut que l'eau soit excédentaire de 200 000 et l'assainissement déficitaire de 100 000. Auquel cas, les deux sont ensemble. Pour l'instant, on est à plus 100 000. Effectivement, vous allez les scinder. Donc potentiellement, l'eau, elle va avoir, si on part du postulat dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir que le fonds de roulement, la trésorerie, dans les petites collectivités, on va dire que là, tout va bien, tout est encaissé, tout est décaissé, donc elles sont identiques. Et l'eau va garder ses 200 000 € et l'assainissement va partir avec ses moins 100 000. Là, il va peut-être falloir aussi effectivement s'arranger, voir comment on fait. Mais la trésorerie, là, dans le cas que je vous donne, elle est de 100 000, point. On n'a pas une trésorerie d'un côté de 200 000 pour l'eau et une de l'autre côté pour l'assainissement de moins 100 000. Parce que de toute façon, je vous rappelle que effectivement, votre trésorerie, au pire, elle est à zéro. Vous n'avez pas le droit aux découverts autorisés. Enfin, moi, ce que j'appelle découverts autorisés, ce sont les lignes de trésorerie, parce que des fois, quand ça ne parle pas, c'est une façon un peu différente peut-être de... Voilà. Pour moi, une ligne de trésorerie, c'est un découvert autorisé. C'est ce que je dis souvent. Voilà. Donc non, j'insiste et je ne pense pas, je suis sûre de ne pas dire de bêtises. Non, c'est parce qu'il ne faut pas confondre le budgétaire et la trésorerie. Voilà, donc j'espère vous avoir répondu. Monsieur ? Merci. Monsieur, je vous en prie. Moi, j'ai une question simple. Donc, on était en régie pour l'eau. On a passé les budgets sur un syndicat. Il est parti avec la trésorerie. Mais en fin de compte, on a le droit de lui redemander la trésorerie parce que c'était la nôtre. Eh bien oui. Alors, c'est pas moi c'est pas pour faire une polémique, mais il nous a pris 50 000, 100 000 € de trésorerie sans rien dire. Alors qu'il doit nous la rendre. Est-ce que c'est possible ? Voilà. Alors ça, je vais demander un joker, si vous le permettez. Je ne suis pas très langue de bois, vous l'aurez remarqué, mais là, pour le coup, je ne peux pas rentrer dans des considérations politiques, sachant qu'en plus, il y a des règles. Sachez aussi, vous voyez, avec votre CDL, il y a des règles, pareil, il y a des règles très distinctes. C'est juste un petit aparté, mais en fonction si on a un syndicat d'eau et d'assainissement ou si on a un service d'eau et d'assainissement, les règles sont strictement différentes et la liberté n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que quand vous avez des services d'eau et d'assainissement, l'élu, il fait ce qu'il veut, entre guillemets, je schématise. Par contre, les syndicats, le syndicat est dissous, tout suit, quel que soit le résultat, et les communes ne peuvent pas récupérer une part du gâteau, entre guillemets. Donc, renseignez-vous également, mais je me permettrai d'utiliser mon joker. Ça s'appelle une dot. Alors... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, je crois que ça a été particulièrement clair. Donc, merci beaucoup. Effectivement, sans langue de bois. Et donc, mais on est là pour ça. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose de passer... En plus, nous sommes exactement à l'heure, à la minute près. On est vraiment avec des financiers aujourd'hui. Je vais laisser la parole donc à la deuxième partie, donc sur les outils proposés par les prêteurs. Alors, je vais prendre le relais. Peut-être quelqu'un a la manette pour la zapette. Ouais. Hop là. Alors, je vais donc évoquer avec vous les différents outils
que les banques peuvent mettre à votre disposition. Et le premier outil, c'est les lignes de trésorerie. Alors, lignes de trésorerie, parfois, ça dépend des établissements. Parfois, vous entendez ouverture de crédit, crédit de trésorerie. Enfin, voilà, il y a différents noms. Mais on va dire, en tout cas, c'est voilà, le terme, je pense, le plus fréquent, c'est les lignes de trésorerie. Les lignes de trésorerie, c'est un outil qui va vous permettre, en fait, de financer le décalage entre vos dépenses et vos recettes. Et que ça soit en fonctionnement ou en investissement. Et donc, vous voyez en fait sur le graphique, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, il est peut-être un peu petit, mais vous définissez en fait avec votre banque un plafond, un montant maximum. On a vu tout à l'heure avec la DGFiP, vous a bien montré finalement quelque part comment vous pouvez déterminer ce montant maximum, puisque vous avez vu comment, avec les tableaux, là, les graphiques, voilà, comment vous sollicitez dans l'année la trésorerie. Donc vous définissez un montant maximum. Vous pouvez peut-être prendre une petite marge de précaution, pas vous mettre exactement à ce niveau-là. Et vous allez ensuite tirer les fonds au moment où vous en avez besoin et les rembourser quand vous n'en avez plus besoin. Donc généralement, le préavis est entre J-1 et J. Donc ça peut être mobilisé assez rapidement. Voilà, si vous voyez qu'il y a une facture qui arrive, vous pouvez assez rapidement la mobiliser. Cette ligne de trésorerie, donc ce plafond, il est défini à l'avance avec la banque ou avec les banques. Et habituellement, nous, ce qu'on conseille, c'est 1-2 mois de dépenses. Il y a des cas de figure où vous pouvez avoir envie d'avoir un montant plus important que ça. Mais dans ces cas, c'est généralement pour du préfinancement de subventions ou de FCTVA. Et on conseille plutôt, dans ces cas, le prêt relais. Mais Philippe Rogier, il reviendra après. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que cette ligne de trésorerie, vous la souscrivez pour 1 an. Et vous n'avez pas la garantie quelque part qu'au bout d'1 an, la banque la renouvelle. Alors, dans la très grande majorité des cas, elle est renouvelée, mais ça veut dire que si vous avez des financements que vous attendez sur une période supérieure à 1 an, il vaut mieux utiliser le prêt relais plutôt que la ligne de trésorerie. La ligne de trésorerie, on va l'utiliser vraiment pour les décalages de trésorerie. Alors, comment ça fonctionne ? Hop là. Voilà. Peut-être sur la question du coût, parce que c'est évidemment un sujet qui peut vous intéresser. Il y a finalement 3 composantes. Il y a une première composante qui est une commission d'engagement, qui s'appelait aussi frais de dossier. Voilà, enfin, ça revient à la même chose. Et ça, c'est un montant qui est dû à la banque et qui est pris une bonne fois pour toutes, quel que soit l'usage de la ligne. Donc vous pouvez avoir un intérêt, généralement c'est lié un peu au montant de la ligne. Donc vous pouvez avoir intérêt à quand même bien dimensionner votre ligne, parce que si vous faites une ligne trop grosse, vous allez payer des commissions d'engagement un peu plus élevées, alors que si vous avez une ligne bien dimensionnée, vous allez payer un peu moins cher. Ensuite, il y a 2 autres composantes qui là sont fonction de l'usage que vous faites de votre ligne. D'abord les intérêts. Donc les intérêts, vous allez les payer au prorata des sommes mobilisées. Donc quand vous ne tirez pas votre ligne, vous ne payez pas d'intérêt. C'est ça l'intérêt de cet outil, c'est que voilà, vous allez ajuster et vous allez payer en fonction de votre usage. Oui. Alors, c'est la ligne d'en dessous. C'est la ligne d'en dessous. On va y arriver. Voilà, on va y arriver. Et donc, ces intérêts, vous les payez sur un index et une marge. Généralement, les index que vous retrouvez le plus, c'est l'Ester. L'Ester, en fait, pour les plus anciens, on appelait ça plutôt Léonia. C'est un taux au jour le jour où les banques européennes, enfin c'est le taux au jour le jour où les banques européennes se prêtent. C'est le plus fréquent sur ce type d'outil. Vous avez également des cas de l'Euribor. Donc ça, c'est des taux variables. Et puis, dans certains cas, vous pouvez prendre des taux fixes. Voilà, une ligne de trésorerie, taux fixe. Mais voilà, les 3 options sont possibles. Ça dépend un peu des établissements. Certains établissements vont vous proposer l'un ou l'autre. Enfin, voilà, certains vont être plus concentrés sur une solution. Vous voyez là, je vous ai mis la courbe de l'Ester. Donc, on a eu toute une période en fait où il était carrément négatif. C'était un peu une anomalie de marché. Enfin, je veux dire, même moi qui suis banquier, j'ai un peu du mal à comprendre ce concept-là. Mais voilà, enfin, je l'ai compris, mais
mais voilà, c'est quand même pas tout à fait intuitif. Là, on est revenu en territoire positif et vous voyez qu'il commence à y avoir une petite détente des taux de la Banque Centrale Européenne. Et a priori, en tout cas, ce qui est anticipé aujourd'hui, c'est qu'il y ait des baisses tout au long de l'année prochaine et peut-être déjà une première baisse en décembre. Donc là, vous avez ces intérêts. Et puis ensuite, très bonne remarque, vous pouvez avoir aussi une commission de non-utilisation. Donc là, qui va faire en sorte, qui va rémunérer la banque pour la mise à disposition à tout moment des fonds. Et au moment où vous ne l'utilisez pas, simplement, le taux associé est beaucoup plus faible que le taux d'intérêt. Donc voilà, c'est un paramètre qui restera marginal, on va dire, par rapport au coût de la trésorerie quand vous l'utilisez. Ensuite, oui. Oui, alors ça dépend, tout à fait, vous avez raison. Ça dépend de l'usage que vous prévoyez de faire de votre ligne. Si vous êtes sur une ligne de précaution et que vous n'avez pas prévu de l'utiliser, bah, quelque part, le plus important pour vous, ça va être d'avoir le moins de commissions d'utilisation possible. Les intérêts, quelque part, vous vous en moquez aussi puisque vous n'avez pas prévu de l'utiliser et vous allez être le plus vigilant. Finalement, il va falloir... Voilà. Si vous êtes... Et la commission d'engagement, c'est ce que vous allez effectivement payer. Si vous êtes dans le cas de figure où vous pensez que vous allez utiliser la trésorerie, et ce qui a été exposé par la DGFiP, hein, c'est important parce que quelque part, l'utilisation de la ligne de trésorerie, ça vous permet de minimiser l'emprunt. Hein, ça vous permet, donc vous allez au global, pas au niveau de la ligne, mais au global, économiser des intérêts. Donc si vous êtes au niveau de si vous prévoyez d'utiliser votre ligne de trésorerie, ben là, finalement, la commission de non-utilisation, elle est moins problématique puisque finalement, elle n'est payée que si vous n'utilisez pas la ligne, alors que la commission d'engagement, elle va, pour le coup, elle est sûre d'être payée. Hein. Donc ça, il faut réfléchir un petit peu par rapport à son usage. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour la ligne de trésorerie. Ça peut être par exemple, je ne les ai pas listés là, mais par exemple, est-ce que vous pouvez mouvementer la ligne de trésorerie par Internet? Ça peut être pratique. Voilà, il y a certaines banques qui le proposent, d'autres qui ne le proposent pas. Ou peut-être un autre paramètre qui peut être important, c'est le montant minimum de tirage et de remboursement. Parce que si vous êtes sur une petite collectivité et qu'on vous demande à chaque fois de tirer au minimum 100 000 euros, 200 000 euros, comme certaines banques le font, bah là, ça peut être pénalisant, ça peut vous apporter une certaine rigidité et du coup vous amener à mobiliser plus que ce dont vous auriez besoin. Alors, hop là. Comment contractualiser, je suis allé trop vite. Comment contractualiser une ligne de trésorerie? Ces lignes de trésorerie, elles ne sont pas inscrites au budget. Hein, donc, vous allez, le conseil municipal, il a la possibilité de donner la délégation au maire pour souscrire la ligne de trésorerie. Ou alors, vous le faites passer en conseil municipal. Et dans le cadre de cette délégation, vous allez définir un montant maximum de ligne de trésorerie que le maire peut souscrire. Hein. Donc ça, c'est... Voilà. Et si vous passez par une délibération ou si vous êtes sur un arrêté ensuite, bah vous allez en fait mentionner le montant de la ligne de trésorerie et puis les conditions, les principales conditions, voilà, le taux, les différentes commissions, la durée. Bon, généralement, c'est 364 jours. Alors, je vais peut-être... Est-ce qu'on passe au pré-relais ou hein? Je vous propose d'aller jusqu'au fin du pré-relais, comme ça on pourra regrouper toutes vos questions après. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Laurent. Donc sur les, alors bon, pour rappel, ligne de trésorerie, pré-relais, effectivement c'est très différent sur le plan juridique et budgétaire. En revanche, les pré-relais sur le plan juridique et budgétaire sont à traiter comme les prêts classiques à long terme, c'est-à-dire qui nécessitent une inscription en recettes lorsqu'ils sont encaissés et puis en dépenses lorsqu'ils seront remboursés. Donc ça, c'est le premier élément. Sur les lignes de trésorerie, juste pour information, sur notre
position, mais je crois comprendre que c'est la position aussi de la Banque Postale. Il y a cette commission de non-utilisation dont on parlait tout à l'heure, elle est présente dans les offres que nous formulons. Sur les prêts relais, nous, c'est un outil qu'on recommande, alors en écho avec vos propos, hein, mais qu'on recommande de façon assez forte. On considère que les lignes de trésorerie ne sont vraiment justifiées que pour des évolutions infra-annuelles de la trésorerie de la collectivité. Mais en revanche, en aucun cas pour porter des subventions en attente. L'exception, ça peut être si la subvention en attente dont on parle, on a une certitude qu'elle va arriver dans une durée inférieure à 1 an, sur 6 mois, sur les 6 mois qui viennent. Mais c'est rarement le cas en réalité. Quand on a le besoin, on sait très bien que ça va durer et il est possible que dans les années qui viennent, les 2-3 années qui viennent, le rythme de paiement, que ce soit des conseils départementaux ou de l'État, ne s'accélère pas, au contraire. Bon. Parenthèse refermée. Donc on est dans cette logique-là. D'ailleurs, nous, quand on étudie une demande de ligne de trésorerie, on va la plafonner à un pourcentage des recettes de fonctionnement de la collectivité. Donc on va être assez strict finalement pour limiter ces usages vraiment à de l'infra-annuel et pas au portage des subventions. Ceci étant dit, on a adapté les réponses sur les prêts relais pour qu'elles ne soient pas pénalisantes pour la collectivité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prêts relais que nous mettons en place, ils peuvent aller jusqu'à 5 ans. Ce qui est communément utilisé, c'est 2 ans ou 3 ans en réalité pour le FCTVA, pour des subventions. Pour des fonds européens, on peut par précaution, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, partir sur des durées plus longues de 4 ou 5 ans. Donc, on n'a aucun échéancier qui est programmé, c'est-à-dire qu'on ne vous demande que de payer, enfin que c'est déjà beaucoup, mais c'est important, payer les intérêts tous les trimestres, tous les 6 mois, bon, il faut payer les intérêts. On ne peut pas capitaliser les intérêts, les réglementations bancaires l'interdisent, donc il faut payer les intérêts. En revanche, il n'y a aucun plan d'amortissement du prêt, du capital. On le positionne le dernier jour du contrat, donc dans 5 ans si c'est 5 ans, dans 3 ans si c'est 3 ans. Et l'intérêt de ce dispositif par rapport à l'optimisation des frais financiers, c'est qu'à tout moment, la collectivité, et pour des montants qui peuvent être partiels et qui peuvent être très faibles, la collectivité peut décider de rembourser en totalité, mais souvent c'est partiellement, au fur et à mesure des rentrées des acomptes et des subventions, une partie du prêt relais. Et donc, dès l'instant où elle le fait, les intérêts disparaissent. Comme Laurent l'a expliqué sur le fonctionnement des lignes de trésorerie, on ne paye plus d'intérêts. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important. Les taux fixes sont majoritairement proposés dans ce type de produit, mais on peut faire également du taux variable. Et les taux fixes, on gomme, pour simplifier les choses et pour pas qu'il y ait à nouveau de pénalisation, on gomme toute notion d'indemnité de sortie. Voilà. En revanche, si vous nous demandez la même chose, mais sur 15 ans, là, on ne sera pas en mesure de prendre le risque d'évolution des taux sur une durée aussi longue. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est limité à 5 ans pour pouvoir bénéficier de ces facilités de fonctionnement. D'accord ? Et la mécanique de mise en œuvre, elle est relativement simple également. Pourquoi ? Parce que la seule chose dont on a besoin, ce sont les arrêtés définitif du département, de la région, de la DETR, etc. Donc c'est formel, c'est bien ce que vous avez réussi à obtenir, et donc des choses très justes et écrites. Et sur cette base-là, on débloque toute la somme de toutes les subventions qui sont en attente. Donc ça, c'est un élément important. Et dans l'analyse que nous faisons de la solvabilité de la commune, on ne va pas véritablement prendre en compte ces volumes d'emprunt comme venant obérer la solvabilité future de la commune. On va les traiter un peu hors raisonnement. Parce que bien sûr, souvent, à côté de ces financements, on nous demande un financement long terme pour l'accomplissement du projet. Et là, bien sûr, ce prêt à long terme, on va être beaucoup plus précautionneux pour vérifier qu'il n'entache pas la solvabilité de la commune. En revanche, les prêts relais, on va les mettre un petit peu hors raisonnement dans la décision d'attribution qui sera faite. Alors, sur les autres éléments que je voulais dire, j'ai dit déjà plus de choses que ce qu'il y avait là-dessus, mais là, c'est bon. Alors, je ne sais plus où c'est parce que je ne vois pas trop. Ça doit être celle-là. Ce que je voulais indiquer, c'est qu'on a beaucoup parlé de subventions.
on met aussi en place ce type de prêt relais pour des acquisitions foncières, enfin plutôt pour des cessions foncières, où on sait très bien que les processus notariés peuvent être longs, etc. Et là aussi, sur la base d'une promesse, on peut débloquer des choses en attendant la conclusion finale de la vente. De la même façon, pour les lotissements et les zones d'activité économique, on a aussi parfois des durées de commercialisation des lots qui ont été aménagés par la commune. Et là aussi, on est en mesure de porter les choses pendant longtemps. Alors là, on n'a pas forcément de certitude, autant sur la promesse de vente, sur les subventions, on a des choses concrètes. Sur les cessions de lots, de lotissement ou de zones d'aménagement, là, il y a un peu plus d'aléas si vous n'arrivez pas à commercialiser pour une raison ou une autre. Donc là, on va un peu plus regarder dans l'analyse que nous allons faire la capacité de la commune, et on va se mettre dans une situation de stress où on n'arrive pas à vendre, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en mesure d'étaler les choses? Donc voilà. Dernière chose, on va souvent au-delà de la durée qu'on peut partager, parce qu'on se dit, bon, dans 2 ans, tout est réglé. En général, si c'est ça, on dit, on va faire le prêt relais à 3 ans. Parce qu'on sait très bien que malheureusement, ça va plutôt shifter dans ce sens-là. Et si ça shift, et finalement, si tout se passe bien, c'est pas grave, puisque vous pouvez sortir quand vous voulez. Donc, on a plutôt tendance à maximiser les choses. C'est d'autant plus important pour nous, banques, que le fait de ne pas être capable de tenir son engagement a des conséquences pour nous. Alors, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas votre affaire, mais sachez qu'elle a des conséquences pour nous dans le passage de provision. Il y a toute une réglementation qui est complexe, qui bouge régulièrement. Enfin voilà, je vous passe le détail, mais sachez que ce n'est pas anodin pour nous. Donc c'est pour ça qu'on préfère tirer sur une durée un peu plus longue que la durée escomptée pour être tranquille. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. En tout cas, vous verrez sur le document si j'ai oublié des choses, mais je ne crois pas. Et c'est plutôt peut-être, Monsieur le Président, utile de répondre aux questions. Ouais. Alors, il y a une dernière partie aussi. Alors oui, une dernière partie sur les placements. Et je voudrais juste vous dire, pendant qu'on se cale, que tous les PowerPoint que vous voyez seront évidemment disponibles en ligne. Donc, en attendant d'y arriver, je ne peux que abonder les propos de Philippe sur le fait de prévoir un peu plus large sur son pré-relais, et de voilà, parce que ça a vraiment des conséquences assez importantes pour nous. Et du coup qui par ricochet pour vous, donc il vaut mieux emprunter à 3 ans si vous pensez que vous allez avoir votre subvention à 2 ans et rembourser par anticipation gratuitement. Alors j'arrive à la dernière séquence, c'est mieux pour la conclusion quelque part, de prendre ceux qui ont trop de trésorerie. Il y en a quelques-uns et qui voudraient la placer. Alors Stéphanie Toury a très bien parlé justement de l'obligation des fonds au trésor, donc je vais pas revenir dessus. Du coup, plutôt vous dire en fait quelques éléments sur les placements qui sont autorisés pour les collectivités locales par dérogation. Donc c'est le décret de 2004. C'est un décret qui limite évidemment, qui limite la possibilité de placement. Et la première limitation, c'est sur l'origine des fonds. Le législateur considère que si quelque part une collectivité locale a trop de trésorerie, elle doit baisser ses taux et laisser le contribuable placer l'argent comme il le souhaite. Donc les possibilités de placement, elles sont réduites. Elles sont néanmoins possibles pour des éléments un peu exceptionnels. Donc, je vous ai listé ici les cas, mais pour donner des exemples très concrets, si par exemple vous avez un gymnase qui brûle, vous touchez une indemnité d'assurance, vous pouvez placer l'argent le temps que vous reconstruisiez votre gymnase. Ou par exemple, dans le cadre de la tempête qui a parfois mis à mal certaines communes qui avaient beaucoup de recettes liées au bois, cet argent-là, et qui ont dû, quelque part, de manière un peu involontaire, vendre beaucoup de bois, elles ont pu placer l'argent. Donc vous avez la liste des recettes. Elles sont des cas de figure. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'origine des fonds, il va falloir que vous la précisiez, et c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a un cas qui est souvent un peu plus sujet à discussion, parce que le cas de l'indemnité d'assurance est très simple. C'est l'emprunt dont l'emploi est différé indépendamment de la volonté de la collectivité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où il va falloir que vous vous rapprochiez de votre DGFiP
et que vous ayez un échange pour voilà, donner vos arguments. Sur l'origine des fonds, pour finir, ce que nous on constate en tout cas, c'est qu'il est possible de remonter quand même plusieurs années en arrière. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les sessions d'immobilisation, par exemple, de cette année qui peuvent être utilisées. Vous pouvez aussi souvent utiliser les sessions d'immobilisation qui ont pu avoir lieu l'année précédente, ou voilà, ce type de choses. Donc, premier élément, l'origine des fonds. Deuxième élément, c'est le type de support. On est sur de l'argent public. Et donc, les possibilités de placement, elles sont très encadrées. Vous ne pouvez pas acheter n'importe quelle action ou ce genre de choses, pas du tout. Donc là, vous avez en fait 3 solutions, mais en fait deux grandes solutions, je pense. La première, c'est le compte à terme de la DGFiP. Donc là, voilà, ça va être, vous vous rapprochez de votre DGFiP et elle va pouvoir vous ouvrir un compte à terme et vous allez vous engager à placer l'argent pendant une durée qui est prédéfinie, qui peut aller jusqu'à 12 mois. Vous retrouvez sur le site collectivité.gouv.fr, vous retrouvez les taux et voilà, ce type de choses. Deuxième solution, qui est plutôt pour des grandes collectivités qui auraient des besoins ou des besoins, on va dire, un peu plus longs, c'est l'achat de titres d'État. Et donc ça, certaines banques, dont la Banque Postale, peuvent vous proposer ça. Donc là, vous achetez en fait de la dette de l'État français ou d'État de l'Union européenne. Donc voilà. Donc c'est J'ai absolument rien dit. Vous pouvez, si vous avez plus confiance dans le Portugal, vous avez le droit d'acheter la dette du Portugal. Aujourd'hui, le Portugal emprunte moins cher que la France. Donc bon, bref. Donc en tout cas, vous pouvez acheter ces titres et ça va vous permettre, en fait, un des intérêts, c'est aussi, si vous pouvez le faire sur quelques mois, mais vous pouvez le faire aussi au-delà d'un an. Vous pouvez aller chercher du 2 ans, du 3 ans, enfin ce type de choses. Enfin, le dernier point, c'est des OPCVM. Donc ça, c'est, on va dire, un ensemble d'actions, d'obligations qui sont gérées là-dedans. Par contre, il faut être assez vigilant là-dessus parce qu'il y a peu d'OPCVM qui sont anti 100%, parce qu'en fait, la réglementation, c'est 100% titres de première catégorie. Et si vous avez 99% de titres première catégorie et 1% de titres hors catégorie, là, du coup, ça n'est pas éligible. Donc, en pratique, il y a assez peu de PCVM. Donc, les deux solutions, c'est soit le compte à terme, soit les titres d'État. Merci beaucoup, messieurs, pour ces présentations. Alors, je vais prendre les questions. On n'a pas évoqué vraiment les prêts moyen long terme. 2 petites choses. Lorsque moi je fais un emprunt pour ma collectivité, moyen ou long terme, je demande un amortissement constant parce que ça vous permet chaque année de baisser en fait les frais de fonctionnement au niveau des intérêts. La deuxième chose, il y a une quinzaine d'années, j'avais réalisé un gros emprunt pour un gros équipement et nous avions démarré l'amortissement de l'emprunt avant d'avoir encaissé la totalité de l'emprunt parce que c'était prévu. Et c'est possible. Effectivement, sur les prêts moyen long terme, on l'a pas abordé parce que comme on avait un temps réduit, on voulait. Mais il y a des solutions que vous pouvez mettre en action pour optimiser votre trésorerie. Par exemple, un exemple tout bête, c'est de demander à votre banque de caler la première échéance sur un mois plutôt creux. Un mois, voilà, ou d'être plutôt sur du trimestriel parce que du coup ça va lisser les choses. Vous avez aussi assorti à beaucoup de contrats de prêt, vous pouvez avoir une phase de mobilisation qui vous permet d'éviter de mobiliser tout de suite l'intégralité des fonds et de faire en fonction des avances. Merci. Oui, je vous en prie. Moi, j'ai une petite question parce que je voulais me faire le relais des élus pour le coup, parce qu'on a un problème qu'on rencontre très très souvent et en plus je profite que l'AMF soit là parce qu'il pourra peut-être aussi le relayer. Je ne sais pas si vous savez, mais les collectivités n'ont pas le droit d'emprunter avant le vote du budget. C'est strictement interdit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recourir à l'emprunt, c'est très encadré et normalement la préfecture doit. Donc ce qui fait que souvent, on vous conseille, on attend un maximum et on mobilise l'emprunt en fin d'exercice parce qu'on sait que sinon on risque d'être embêté avant le vote du budget. Et en général, dans 99% des collectivités, ça se passe comme ça, le maire a délégation pour souscrire les emprunts, les lignes de trésorerie, etc. Et je trouve qu'on rencontre trop souvent
alors le secteur bancaire tout compris, parce que j'ai déjà travaillé avec beaucoup de banques, où on leur demande systématiquement de reprendre une délibération et on ne fait pas valoir l'arrêté de délégation. Je rappelle quand même que c'est un arrêté qui encadre, c'est-à-dire et en fait, on rencontre ça très très souvent et c'est vraiment très très ennuyeux pour deux raisons, parce que déjà, ça pénalise énormément la collectivité. En plus, entre le 20 décembre et le 31 décembre, réunir le conseil municipal, c'est compliqué. Et les délégations, elles sont très encadrées par le CGCT, l'article L21 22 22, celui-ci, on le connaît par cœur. Et je me permets de le rappeler parce que toute banque confondue, systématiquement, dans 99% des cas, on redemande une délibération. Alors qu'il y a bien la délégation qui est accordée par le conseil municipal ou le conseil communautaire et qui vaut exactement. Et je vois qu'il n'y a que des oui autour de moi, donc je pense que c'est très très important de, si on pouvait déjà nous répondre. Ouais. S'il y a une délégation, pour nous, au contraire, comme il n'y a plus le conseil municipal s'est dessaisi quelque part de, voilà, on doit passer par une décision et on ne doit pas passer par une délibération. Oui, non mais. Bah, oui, bien sûr. Pour nous, quand même, normalement, c'est 99%, c'est comme ça. Et je voudrais juste vous rassurer que l'AMF a souvent remonté ça aux banques, en fait. Hein. On en parlait là-dessus en disant de rappeler que ce qui est prévu, voilà, c'est fait. Bien sûr, je vous en prie. Non, juste en réponse, donc en phase, il est hors de question à partir du moment où il y a une délégation d'utiliser une délib. Ça serait même entaché juridiquement de nullité le contrat. Donc on est au contraire très, très scrupuleux là-dessus. Donc je ne pense pas qu'il y ait de véritables sujets, enfin en tout cas avec les gens que vous avez ici en face de vous. Le deuxième élément, c'est l'emprunt avant le vote du budget. Alors il y a deux choses qui peuvent corriger ça. Pour moi, là aussi, les choses ne sont pas forcément écrites. Ce qui est impossible, c'est d'encaisser l'emprunt avant le vote du budget. En revanche, signer un engagement avec un déblocage ultérieur, ça peut éventuellement passer auprès de certaines préfectures. En tout cas, ça arrive régulièrement. L'autre élément, c'est qu'il y a des reports, parfois. Et donc là, sur la base des reports, là, c'est tout à fait possible et sans ambiguïté. Alors, des questions? Bonjour monsieur, je vous en prie. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser une question bête ou de Il n'y a aucune question ou de bête. profane, parce que je ne suis pas initié à toutes ces pratiques. On a un budget serré à la mairie de Loris, dans le Vaucluse, et j'ai le stress. Tout à l'heure, vous avez parlé de stress. Et quand je dis ça, on me dit, mais t'inquiète pas, c'est qu'un problème de trésorerie. Et moi, ça m'inquiète, les problèmes de trésorerie. Il y a la trésorerie et le budget. Est-ce que c'est inquiétant d'avoir des problèmes de trésorerie? Non, c'est pas inquiétant du tout. Enfin, moi, j'ai tendance à être d'un optimisme sans faille, mais je dis toujours à mes élus, si on a bien monté son budget, c'est-à-dire si le budget est sincère et correctement élaboré, c'est-à-dire en toute transparence et sans gonfler les recettes et en évaluant correctement les dépenses, dans la réalisation, on peut avoir quelques petits ratés ou quelques petits soucis de trésorerie, mais le secteur bancaire est là pour vous accompagner. C'est pas du tout un signe de mauvaise gestion. J'insiste toujours là-dessus. Faut pas, voilà, c'est pas parce qu'on a des soucis de trésorerie, c'est juste parce que des fois, l'organisation administrative et calendaire fait qu'on va avoir plus de recettes à tel moment, etc. Mais c'est pas du tout un signe de mauvaise gestion et ça doit pas inquiéter outre mesure si ça n'empêche pas de payer régulièrement et à échéance correcte. Voilà. Après, il faut faire diagnostiquer, mais ce que je dis, voilà ce que je peux vous répondre. Alors là, oui, je vous en prie, le micro circule. Oui, merci. J'ai une petite question à poser pour revenir un tout petit peu sur le thème des placements qui a été abordé tout à l'heure. J'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir des possibilités de placement en cas de cession d'immobilisation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Oui. Oui, tout à fait. C'est un des cas de figure, en fait, un des 7 cas de figure qui vous permet de placer de l'argent. Donc, si vous faites une cession d'immobilisation, ça vous donne le droit, quelque part, de placer la somme correspondante, et donc soit sous le format compte à terme, soit sous le format d'achat de titres d'État. Ça, c'est tout à fait possible. C'est typiquement une recette exceptionnelle et donc c'est prévu par le décret. Justement, excusez-moi, bonjour. À ce titre, vous avez précisé qu'on pouvait revenir en arrière. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'années dans la norme, par exemple, si j'ai cédé en 2021 un terrain
et que je ne sais que maintenant que les produits de cession d'éléments d'actifs peuvent être placés, est-ce que je peux revenir sur cette cession de 2021 pour placer la somme correspondante au prix de cession? Je vais peut-être laisser la DGFiP répondre. Mais moi, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est possible. Alors, sous réserve de l'autorisation qui vous serait donnée, il faut pouvoir prouver. Bah, si vous pouvez prouver que, en gros, c'est toujours le même souci, c'est-à-dire que si vos résultats n'ont fait que croître du fait de cette cession, donc auquel cas ça justifie bien, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible à se faire confirmer, mais en tant que conseiller, je dirais oui à la collectivité, prendre la délibération, se rapprocher du préfet et de la DGFiP. Enfin, ça, c'est ce que je conseille toujours, parce que communiquer, ça n'a quand même pas de prix et ça évite bien des sujets, mais pour moi, il n'y a pas de, rien ne s'y oppose. D'accord. Il y a une autre question. Oui, j'avais une deuxième question, désolé, et là c'était pour vous madame, si c'est encore possible. On est confronté souvent, ce qu'on ne voit pas forcément dans la compta privée, mais dans la compta publique, on est confronté souvent à avoir une trésorerie, des capitaux propres importants, et malgré tout à avoir des soucis avec le report d'une année sur l'autre. Pour éviter cela, il semblerait qu'on puisse placer en réserve, en 106.8, une partie du résultat, si j'ai bien compris, mais que celui-ci devrait être placé au moins 2 ans pour pouvoir éventuellement être placé en réserve, hein, j'entends, hein, pas sur un compte à terme ou quoi que ce soit, être mis en réserve en 106.8 pendant au moins 2 ans pour pouvoir réutiliser cette somme pour équilibrer un report qui serait problématique, disons 2 ans ou 3 ans après. En fonctionnement, vous voulez dire? Oui, en fonctionnement, bien sûr, pas en investissement. Ça, c'est un vrai sujet. Et voilà, les conditions pour mettre en réserve au moment de l'affectation, quelles sont-elles? Ouais. J'ai pas tout saisi. Alors ça, c'est un vrai sujet qu'on a très souvent et qui, effectivement, c'est que, alors, en particulier les services d'eau, je suppose que c'est le cas? Non, bon, parce que c'est souvent le problème des services d'eau, c'est-à-dire qu'on a un énorme excédent d'investissement lié à l'amortissement, souvent, et un déficit de fonctionnement lié à l'entretien, enfin à plein de raisons, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et en fait, souvent, on voudrait récupérer l'excédent d'investissement pour le basculer en fonctionnement. Non, ça, c'est très compliqué. Moi, je viens d'essayer de le faire. C'est soumis, alors c'est soumis aux 2 ministres. Hein. C'est soumis au ministre de l'Intérieur et au ministre des Finances. Moi, j'ai fait 2 demandes l'année dernière qui ont été rejetées, pour être clair. C'est très, très, très encadré. Faites-vous accompagner. Il y a des solutions, mais c'est très compliqué. Je sais que c'est un vrai sujet et je pense que le législateur va se... Enfin voilà, c'est de plus en plus probant sur les budgets eau et assainissement et je pense que le législateur va devoir se pencher sur le sujet. Oui. Peut-être pour rajouter, parce qu'en fait, il y a 2 situations. Celle où l'excédent d'investissement vient de l'investissement. Et effectivement, comme vous le dites, la remontée en fonctionnement est compliquée parce qu'elle reviendrait finalement à transférer le prix et à modifier la réalité du prix. En revanche, ce que vous évoquez aussi, c'est le fait de mettre au 1068 une partie de votre report à nouveau en fonctionnement et ensuite de le récupérer dans l'hypothèse où votre section de fonctionnement est moins bonne. Alors effectivement, il y a une condition de 2 ans. Elle est assez compliquée à remplir. C'est pour ça que j'ai plutôt tendance, moi, à conseiller aux communes ou aux collectivités, mais je parle également sous votre contrôle, de mettre au 1068 ce que le code leur oblige à mettre, c'est-à-dire la couverture du besoin de financement de l'investissement, et de garder en report à nouveau la majeure partie, voire la totalité du reste, de façon à pouvoir, le cas échéant, l'utiliser en situation. Oui, bonjour. Maire de Puy-Michel, dans les Alpes de Haute-Provence, nous avons eu recours à un prêt relais pour aménager un lotissement. Et nous avons évidemment, pour X raisons, pas pu vendre encore de l'eau. Donc nous avons prorogé ce prêt pendant 1 an, mais là, au mois de mai, la banque nous dit vous ne pouvez plus le proroger. Donc est-ce qu'il va falloir prendre sur notre trésorerie? Est-ce qu'on peut quand même, au niveau peut-être de notre banque, avoir un moyen de, malgré tout, le proroger le temps de vendre ces lots? Je vous remercie. Alors, je ne vais pas répondre pour la banque, mais le principe... la raison pour laquelle il refuse de proroger une 2e fois, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est les conséquences internes pour nous en termes de provisionnement, etc. Il y a des règles internes qui ne sont pas forcément les mêmes dans toutes les banques, c'est un peu compliqué. Enfin, les principes généraux sont les mêmes, mais la façon dont on les applique et le moment où on dit non, etc. Bon. Donc ça, c'est la première raison. La vraie réponse à la situation que vous connaissez, ça peut être de transformer le financement dans un financement plus long terme.
Tout dépend aussi de la perspective que vous avez d'arriver à vos fins. C'est-à-dire que si c'est mort, là, il faut demander à la banque, et là, elle le fera vraisemblablement, de transformer le financement dans un financement long terme sur 10 ans, sur 15 ans, que sais-je. Si vous savez que dans un an, ça va être réglé, et que vous avez donc ce problème à gérer, et que la banque ne veut pas, bah, il faut vous tourner vers un autre établissement bancaire, et vous allez pouvoir, grâce à une nouvelle enveloppe de crédit, rembourser la banque qui ne veut plus continuer. Donc c'est pas insoluble, c'est un peu pénible pour tout le monde, pour vous surtout, mais pour nous aussi un petit peu, donc, enfin pour nous les banques, donc, mais c'est pas insoluble. D'autres questions ? Simplement un petit témoignage. Bon, moi, je suis le maire d'une petite commune de 740 habitants. Donc là, je viens de faire un investissement assez important pour la commune. Donc en gros, 1,2 million de travaux. Bon, les banques ne venaient pas. Elles n'y venaient pas. Bon, quand j'ai pu monter mon plan de financement avec 80% de subventions. Bon, je sais que maintenant ce sera plus possible dans l'avenir, mais c'est bon, c'est quand même pas mal. Et un autofinancement, pas de souci. Donc les choses sont bien passées puisque j'ai pas eu besoin d'emprunt. Donc là, autrement, c'était non. Là actuellement, j'ai un projet de réalisation d'une centrale hydroélectrique et 3,5 millions d'investissement. Et là, j'ai 2 banques qui sont prêtes à y venir sans difficulté. Donc d'un côté, on n'y vient pas. Et d'un autre, parce qu'il y a effectivement des recettes, des ressources à venir, pérennes, sûres, et donc là, les banques y viennent, quoi. Donc simplement, voilà, simplement pour dire que parfois, bon, les banques, on attend aussi, dans le cadre de services publics, bon, qu'elles soient un peu plus présentes auprès de nos collectivités. Pas d'autres questions ? Bah écoutez, je crois que nous sommes arrivés au terme de ce point info. Je vous remercie beaucoup. Donc, comme on vous le disait, tous les PowerPoint sont en ligne sur le site de l'AMF. Merci beaucoup.